Qui a posé son trampoline au sommet de l'aiguille du Midi. Et le Télémark, un sport de glisse très ancien à découvrir. Bienvenue. Bienvenue dans un monde où vivent en harmonie l'homme, la nature, le progrès. Bienvenue dans le monde d'Ushuaïa, Rhône-Poulenc. Vertige sous toutes ses formes, Ushuaïa avec Nicolas Hulot ce soir 22h30 sur TF1. Un premier but de Willy Gerter dès la 13e minute. Willy Gerter sera l'homme du match. On le retrouve à la 20e minute avec un coup franc renvoyé par Lama. Dangbeto a suivi 2-0 après 20 minutes de jeu. Évidemment, on ne donne pas cher à ce moment de la partie des chances lensoises. Et pourtant, les Lensois reviennent une première fois au score. Jean-Guy Wallem pour Adjovi Boko. Wallem se replace dans la défense cannaise et c'est lui qui va récupérer le centre et qui marque le but, 2-1 après une demi-heure de jeu pour Caen. Les Lensois manquent un pénalty à la 44e minute. Gillot tire à côté, 2-1, score à la mi-temps. Deuxième période et les 100 et or évoluent avec le vent. C'est sans doute le vent qui surprend Philippe Montagnier. But de Delmotte, 2-2 après 48 minutes de jeu. Gerter, Rio, Dumas en retrait pour Gravelaine, 3-2 pour Caen. Et le vent également a surpris le gardien Lama. 3 buts partout, contrôle de la poitrine enchaîné avec une volée de Maufroy. 3 buts partout à la 70e minute. Et score à l'issue du temps réglementaire. On va donc jouer la prolongation. Pour la première fois de la partie, les Lensois prennent l'avantage. Delmotte, avec la complicité du jeune défenseur canet Rival, inscrit le 4e but et il est donc pour Lens. Montagnier surpris. 4 buts partout grâce à Piqueux pour Caen. Piqueux entré en jeu quelques secondes auparavant et puis le chef-d'œuvre. La transversale de Gravelaine, contrôle de Gerter et volée. 5-4 pour Caen, l'un des plus beaux buts de l'année qui conclut l'un des plus beaux matchs de la saison. 5-4, victoire de Caen, tour d'honneur pour l'homme de la partie Willy Gerter. Des matchs comme celui-ci, évidemment, chacun en redemande. Nancy-Paris Saint-Germain, autre rencontre entre équipes de première division avec les Parisiens dans le rôle de favoris. Rôle qu'ils assument bien au début. 7e minute, première action sérieuse, tir de Simba bien repoussé par Sylvain Matriciano. Quelques minutes plus tard, deuxième alerte sérieuse pour Nancy sur ce coup franc de Paul Le Guen que le gardien lorrain a repoussé des 2 points. Les joueurs d'Olivier Rouillet souffrent, ils vont craquer à la 22e minute. Centre de Valdo pour Simba. Faute de Séché, l'arbitre M. Lartigot laisse jouer Bruno Germain, en profite, il évite l'écluse et Matriciano, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Avantage tout à fait justifié. Et à ce moment-là, il n'y a plus beaucoup de monde pour penser que Nancy réalisera l'exploit. Erreur, 38e minute, centre de Rabé, tête de Séché, reprise de Zavarov, Batch est battu, 1-1. Tout est à refaire, mais Nancy a retrouvé le moral et abandonné ses complexes. La preuve, cette dernière action de la première période.
Sur ce corner, les Nancéens vont être tout près de marquer un deuxième but. Tête de rabais, reprise de l'écluse, renvoyée en catastrophe par la défense du PSG. 1-1, c'est donc le score lorsque M. Lartigot siffle la mi-temps. En deuxième période, il ne se passe pas grand-chose pendant une demi-heure. Les Parisiens piétinent, les Lorrains, eux, commencent à rêver. 76e minute, accélération de Zavarov contré. Nancy repart sur le côté droit. Belle action collective. Ouverture de Zavarov, Séché récupère le ballon, tir croisé entre les jambes de Joël Batz. 2-1 pour Nancy. Jean-Philippe Séché est aux anges. Ses coéquipiers et les 6000 spectateurs du stade Marcel Picot croient à l'exploit. Espoir de courte durée, 2 minutes plus tard sur ce corner de Le Guen, Ricardo égalise 2-2. On revient à la case départ. Déception pour Nancy, surtout que sur ce corner, si la détente de Ricardo est remarquable, il semble tout de même qu'il se soit appuyé sur un défenseur. Le match s'emballe, 80e minute, Zavarov pour Dagneau. Dagneau poursuivi par Valdo, Dagneau tombe dans la surface, faute ou pas. Toujours est-il que M. Lartigot siffle un pénalty que les Parisiens contestent. Matriciano préfère ne rien voir. Zitelli se charge de tirer ce pénalty. Il prend Joël Batz à contre-pied, 3-2 pour Nancy. Ce sera le résultat final. Qualification donc des Lorrains et surprise. Grosse colère de Joël Batz. C'est rare, c'est arrivé hier. Monsieur Lartigot l'a même expulsé pour injure grave. Les Parisiens ont donc terminé le match sans le regarder. J'ai craqué, voilà, je suis coupable, puis c'est tout. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je t'énervais un peu avant la rencontre, je t'énervais pendant la rencontre. J'ai agi comme un jeune qui a envie de gagner et qui a envie on a jamais envie de me qualifier. J'étais impuissant sur les actions et donc j'ai ressenti ça comme une profonde injustice et comme je n'ai pas pu me défouler physiquement, je me suis défoulé avec la parole. Voilà. Le choc de ces 16e de finale au stade Abbé Deschamps entre Auxerre et Monaco, respectivement 4e et 2e du championnat de France. 4e minute et première alerte pour la défense bourguignonne. Montée de Luxonner, ouverture pour Debat qui se heurte à Charbonnier. Djorkaeff en embuscade expédie le ballon sur le poteau. Une demi-heure de jeu et Youssouf Fofana dans ses œuvres. Parti de sa moitié de terrain, il efface 3 défenseurs auxerrois, serre Debat. Feinte de corps du Libérien qui se joue de Charbonnier et ouvre le score. Debat, capitaine de la sélection du Libéria, remplaçant de luxe à Monaco. Vendredi soir, Arsène Wenger avait préféré ménager Petit, Wea et Rui Barros en vue du match retour contre l'AS Roma. À peine 60 secondes plus tard, le but du chaos pour Monaco. Transversal de Fofana pour Djorkaeff. Mahé dévie dans son propre but à la pause. Monaco 2, Auxerre 0. On ne donne alors pas cher des chances bourguignonnes. Pourtant, peu après la reprise, les hommes de Giroud reviennent dans la partie. Mahé déborde côté gauche. Long centre que Dutuel reprend instantanément du plat du pied. But splendide dans sa conception et sa réalisation. Monaco ne mène plus que 2-1. Il reste 2 minutes à jouer. Auxerre pousse, Dutuel pour Ferreri, seul dans la surface. Et Torier battu, mais le poteau renvoie et Valéry peut dégager. 90e minute, Dutuel à nouveau. Piche net de Martins pour Vailleroy qui prend sa chance de voler. Le ballon passe sous le ventre de Jean-Luc Ettori. De partout, les prolongations n'apporteront aucun changement. Vient alors l'épreuve des tirs au but. Daniel Dutuel a heurté le poteau. Ferreri ici croise la route de Jean-Luc Ettori. Monaco de son côté ne manque rien. Jérôme Niaco donne la qualification à son équipe. Monaco toujours invaincu en 1992 et qui montre la richesse de son effectif. George Weah par exemple était 13e homme vendredi. George Weah, l'avant-centre buteur de l'association sportive de Monaco. On va marquer une petite pause dans la coupe après ce départ tonitruant. Marianne Macot, c'était la bonne occasion de parler de Georges puisque le match retour contre la Roma approche. Oui, puis c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas très très bien. Il a 25 ans, il est encore jeune, ambitieux. Il est au club a priori jusqu'en 97, à moins qu'il y ait un transfert juteux entre-temps. Et puis c'est acquis le deuxième meilleur attaquant du championnat de France, derrière Papin évidemment. Non seulement parce qu'il est derrière Papin au classement des buteurs, comme ça lui arrive depuis maintenant quelques saisons. Il a 17 buts en ce moment. Mais surtout parce que c'est un joueur très complet et certainement en avance pour son âge et qui peut encore progresser. En tout cas, je vous propose de le découvrir sur de très belles images de Michel Giuliani. Un paradis de béton accroché sur un rocher ensoleillé. C'est la première vision que George Weah a eue de l'Europe en débarquant d'Afrique après une courte escale à Roissy-Charles de Gaulle il y a 4 ans.
Mode de vie révolutionné, qualité de vie revue à la hausse, un pied dans le rêve. La première chose qui m'a frappé, c'est la propreté de Monaco. J'avais entendu parler de Monaco avant, tout le monde en parle. Je l'avais vu au cinéma, tout le monde rêve de s'y rendre un jour. Les souvenirs africains particulièrement glorieux. Gardien de but tout d'abord, star au Liberia puis au Tonnerre Yaoundé, en toute facilité jusqu'au déclic. J'ai été sélectionné une fois contre le Brésil. Quand je suis rentré du Brésil, je suis devenu très sérieux à l'entraînement. Je me suis mis à travailler dur. Je suis devenu assistant et capitaine de mon club et l'un des meilleurs joueurs du club, le meilleur buteur et très connu en sélection nationale. Le travail porte vite ses fruits puisqu'à 21 ans, Monaco le recrute sur les conseils de Claude Leroy, alors entraîneur du Cameroun. Georges Weah rejoint le champion de France en titre. Il joue aux côtés de Touré, Aitley et surtout Glenn Hoddle qui devient le grand frère, le maître de football. Depuis que je joue au football, je n'ai jamais vu un joueur comme Glenn. Il m'encourageait. Sur le terrain, il me parlait, me donnait des conseils. Il m'a fait devenir un grand joueur en peu de temps. Le meilleur ami de Georges, James Debat, son collègue, compatriote et cousin, aussi talentueux que Weah au même âge. La famille se conçoit au sens large en Afrique. Georges a accueilli les siens pendant la guerre civile au Liberia à l'automne dernier. L'événement l'a secoué autant que le manque de réaction internationale. Nous avons besoin d'aide. Nous avons vraiment besoin d'aide. Au moment des problèmes, personne ne nous a aidés. Quand il s'agit d'autres pays, on se précipite pour les secourir. Le monde n'est pas un monde bon. Il y a de la férocité dans ce monde. Je le laisse face à sa conscience. L'homme hors football, il a besoin de beaucoup de récupération comme tous ses collègues. Ça se passe en musique bien sûr, mais aussi en réflexion, on pourrait presque dire en méditation. Je réfléchis à la façon dont je pourrais améliorer ma vie et devenir meilleur envers les autres. Après seulement, je m'assois et j'écoute mes musiques. Je médite sur le monde, à ce qu'il sera demain et dans le futur. Un religieux sommeille sous le look américain. Le Liberia est partagé entre protestantisme et islam. Georges est passé de l'un à l'autre. Adolescent, il était en école arabe. Il parle, lit et écrit couramment cette langue. Adulte, j'ai commencé à savoir ce que je voulais. J'ai choisi de devenir musulman. J'y crois, je m'y consacre. Aujourd'hui, je suis un musulman et très heureux de l'être. Mes frères et sœurs musulmans m'acceptent comme tel. Georges a l'amour des grandes villes, Paris, Monaco et surtout New York. Il y possède 2 maisons, ses enfants y vont à l'école, il s'y rend pour un oui ou pour un non. Je travaille à Monaco, mais je vis à New York et je vis aussi au Liberia. Actuellement, je réside à New York, j'y ai ma famille, j'y vais en vacances ou pour me reposer. L'avenir, on le lui prédit italien, mais lui, songe-t-il au calcio dans l'immédiat? Ce n'est pas un rêve. Si la possibilité se présente pour moi de jouer un jour en Italie, ça me fera plaisir. Non, là, il faut que tu ailles à Monaco sur le port. Il y a un peintre qui a fait un tableau de toi. Pour l'heure, Georges apprécie simplement sa vie monégasque. Si un jour je dois quitter Monaco, c'est sûr, ça me manquera. Henri Biancheri, est-ce que l'avenir de Georges est au Calcio ou ailleurs d'ailleurs, plutôt qu'à Monaco dans l'immédiat? Bien, je pense que l'avenir de Georges est à Monaco. Georges est un excellent joueur. Nous sommes très contents de lui. Il a un rendement maximum. Il a une grande marge de progression encore. Et il a un contrat jusqu'en 97 et je peux vous dire qu'il n'est pas à vendre. Voilà. Les choses sont claires. Voilà, les choses sont très claires de la part d'Henri Biancheri. Regardez Henri, ça va vous faire plaisir. Les supporters de Cap-Daï Macadam, supporters de l'AS Monaco, ils ont fait un superbe dessin que je vous offrirai à la fin de l'émission. Voyez-vous, c'est le grand chelem de l'AS Monaco, c'est-à-dire premier club français vainqueur d'une Coupe d'Europe, vainqueur du championnat de France, vainqueur de la Coupe de France. Ils voient loin les supporters de l'AS. C'est vrai, ils sont un petit peu chauvins, mais enfin, pas interdit de rêver. Bon, c'est bien. En tout cas, c'est pour vous tout à l'heure, avec nos compliments. On poursuit, Président Fournet-Fayard,
On vient d'évoquer un petit peu le match contre la Roma, la Coupe d'Europe. C'est quand même pas normal qu'en 37 ans, près de 120 finales, si on prend les 3 Coupes d'Europe, les équipes françaises, les clubs français n'en aient pas gagné une. Oui, c'est vrai, on est obligé de le constater. Alors, pourquoi? J'attendais votre question à ce sujet-là. Pourquoi? C'est difficile à dire. Pour certains techniciens, ils vous diront que c'est parce qu'en France, on ne protège pas assez, ou parce que le calendrier est trop chargé. Alors c'est vrai que ça a été une question d'actualité, je suppose que c'est là que vous vouliez en arriver. Ben voilà. Bien, alors c'est donc la question des 18-20 et surtout la question globale de réforme de nos championnats, première, deuxième, troisième et quatrième division. Bon, il se trouve que la majorité des familles du football professionnel ont décidé de ne pas passer à 18 maintenant. Ce qui est contraire au rapport Sastre. Alors, le rapport sur le football de haut niveau, effectivement, prévoyait 18 clubs en première division, mais ça n'était qu'un rapport et c'était une proposition. C'est à nous qu'il appartient de prendre les décisions qui suivent. La décision, et vous le savez, ne jouons pas les langues de bois. Personnellement, je suis persuadé qu'il faudra un jour ou l'autre arriver à 18. Michel Platini les clubs, Michel Platini aussi, la direction technique nationale aussi, les clubs professionnels, dans leur majorité, le conseil d'administration vendredi matin, se sont exprimés pour un maintien à 20. Nous sommes dans des structures démocratiques. Il est hors de question de faire un bouleversement comme celui-là s'il n'y a pas un consensus suffisant derrière. C'est le premier point. Mais il y a quand même une décision qui a été prise, c'est qu'il n'y aura pas plus de 42 clubs professionnels, première et deuxième division.